Bien, mesdames, messieurs, nous allons reprendre. C'est en tant que membre du comité d'experts que j'ai l'honneur de présider cette dernière table ronde. Alors, nous n'allons pas continuer la controverse sur le bêta, c'est dire que nous allons abandonner les sommets majestueux de la théorie économique pour les collines plus modestes de l'expérience pratique sur les ESE. Alors, ici, cette ESE consacrée à CIGEO, je dirais, la question importante pour cette table ronde, c'est quel en est le statut. Est-ce que l'ESE cherche à, au fond, légitimer le projet, rassurer le décideur sur le bien fondé de son projet? Est-ce que l'ESE, je dirais, c'est simplement un élément de l'information dans le débat public? C'est un élément du dossier? Ou est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que l'ESE de nature, en quelque sorte, à convaincre ceux qui participent au débat public et donc éventuellement à les faire changer d'opinion? Alors j'ai une petite expérience d'un comité, d'une commission départementale du débat public, c'est la ligne à haute tension France-Espagne, le premier projet, celui qui avait été retoqué d'ailleurs. Et donc, à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'était que les personnes qui participaient au débat, en général, c'était les opposants au projet. Et donc, les arguments économiques, je dirais, n'étaient pas du tout convaincants. Hein. La question n'était pas vraiment sur le fond. Hein. On avait l'impression qu'ils venaient vraiment avec des convictions. Hein, et comme le disait Proust, les faits sont sans importance, ne participent pas en quelque sorte au débat pour ceux qui ont déjà des convictions assurées qui, de toute façon, n'en changeront pas. Alors, pour répondre à cette question, nous avons 4 intervenants. Tout d'abord, Madame Joanneau, en tant que présidente de la Commission nationale du débat public. Ensuite, eh bien, c'est Monsieur Pascal Gauthier qui interviendra, là aussi au nom du SGPI, et qui notamment répondra à la question de savoir si la contre-expertise fragilise ou renforce l'expertise. C'est une question parmi d'autres qui est importante. Ensuite, nous aurons une intervention de Mme Julie Debrus, qui est la fondatrice du bureau d'études qui a mené l'expertise, le SE. Et enfin, eh bien, M. Pierre-Benoît Joly, qui lui élargira peut-être un peu le débat sur je dirais, la préoccupation intergénérationnelle et l'impact d'une ESE quand on a un projet qui concerne autant de générations avec autant d'incertitudes. Alors sans tarder, je passe la parole à Mme Joanneau, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on va être dans un registre très différent de la précédente table ronde. Quand vous m'avez invité à participer à cet échange, et que j'ai commencé à le préparer, je suis quand même tombée dans une très très grande perplexité parce que j'en ai profité pour relire un peu votre littérature, la littérature, et donc je suis retombée sur le rapport de 2013 qui avait été coordonné par Émile Quinet et qui disait l'évaluation socio-économique, on doit avoir de premiers éléments dans le débat public, c'est-à-dire dans ce que nous organisons nous, à savoir le débat avec tous les publics concernés par un projet, mais au stade vraiment le plus en amont du projet, un moment où on peut débattre de l'opportunité. Et vous disiez à l'époque, vous regrettiez d'ailleurs que ces éléments soient trop peu présents et surtout que finalement les hypothèses de construction de l'ESE ne soient pas présentées au public. Or, je suis donc allée voir dans nos différents débats et j'ai volontairement esquivé le débat de CIGEO, puisque comme c'est l'objet du jour, il me semblait important de faire un pas de côté pour voir de manière très empirique la manière dont cette question est abordée dans nos débats publics. Et j'ai pris deux exemples d'infrastructures routières, puisque c'est là où nous avons finalement le plus de recul et le plus d'historique sur l'ESE. On peut dire comme ça? Bien, merci. Et sur deux exemples assez récents. Le premier, c'est un projet d'autoroute concédé sur l'axe Poitiers-Limoges, qui a été soumis à concertation début 2022. Et le deuxième, c'était le projet de liaison routière Fos-Salon, qui a été soumis à débat public en 2020. Donc, il y a bien effectivement l'ESE qui est expliqué dans le dossier qui est présenté au public. Alors, je vais juste vous citer par exemple sur l'autoroute Poitiers-Limoges la manière dont c'est présenté. On nous explique que c'est un calcul qui indique que l'on donne donc une valeur positive aux éléments positifs et une valeur négative aux éléments négatifs et qu'on additionne les deux pour obtenir la valeur ajoutée
la VAN, pardon, et la valeur actualisée, pardon. Et donc, on nous présente cette VAN pour le scénario qui est celui du projet, pour les scénarios alternatifs, et il est écrit que la VAN pour les scénarios alternatifs est négative parce que ça met en évidence l'insuffisance des gains de temps et d'amélioration de la sécurité. Point. Il n'est pas question du tout dans cette présentation d'enjeux environnementaux. Ces enjeux d'ailleurs sont présentés plus loin dans le dossier de manière extrêmement succincte, à la limite de la désinvolture d'ailleurs. Et autre exemple, sur le débat concernant le projet de liaison routière entre Fos et Salon, alors cette fois-ci le SE est présenté sur une page, avec une première colonne qui décrit la méthode, de manière d'ailleurs un petit peu plus précise, et la deuxième colonne qui décrit les résultats. Et donc, dans cette deuxième colonne, il est indiqué l'évaluation indique que quelle que soit l'option retenue, la somme des avantages du projet dépasse la somme des inconvénients. Et que les avantages sont constitués principalement des gains de temps, gains de consommation de carburant et réduction des nuisances. Là encore, il n'est pas du tout fait mention des autres enjeux, que ce soit les enjeux, par exemple carbone, le bilan environnemental du projet. Donc, qu'est-ce que le public peut tirer de cette présentation? Parce que le plus important, c'est quand même la manière dont tout ceci peut être réceptionné par le public. Évidemment, sa première considération va être que la VAN est un indicateur purement économique. Pas socio-économique, ni encore moins environnemental, mais purement économique. C'est d'ailleurs une lecture qui se renforce par le fait que c'est un indicateur unique qui est résumé à une valeur monétaire. Donc, ce qui peut encore plus induire en erreur le public, et ce qui peut être questionné d'ailleurs pour des enjeux qui seraient des enjeux de biodiversité. Je ne vous renvoie pas aux travaux qui avaient été menés par le professeur Chevassiot. Lui, vous serez beaucoup plus compétent que moi pour en juger. Le deuxième élément que le public peut considérer, c'est que, et c'est malheureusement ce qu'on voit très souvent, et pas que des opposants d'ailleurs, c'est que c'est un outil peu fiable, qui est utilisé par le maître d'ouvrage pour légitimer son projet, et pas tellement pour informer le public sur les différentes hypothèses, les différents projets, la manière dont tout ça est construit. D'ailleurs, on a énormément de demandes d'expertise alternative, on ne va pas dire de contre-expertise, mais d'expertise alternative sur cette forme d'évaluation. Et dans ces expertises alternatives, à chaque fois, ce qui est dit, en particulier pour le trafic, c'est que évidemment, et ça aussi vous l'aviez déjà noté à l'époque, les hypothèses de trafic sont toujours surestimées, évidemment. Les gains attendus en termes de sécurité et de temps sont toujours eux aussi surestimés. Et surtout, ce que nous disent les méthodes, enfin les expertises alternatives actuelles, c'est que ces modèles ne permettent pas de prévoir des modifications comportementales fortes ou effectivement des ruptures extrêmement fortes. Alors ça peut être renvoyé au précédent, ça peut renvoyer au précédent débat. Donc vraiment ce qui serait important, et là je vous ai parlé de deux dossiers qui étaient portés par l'État, ce serait que cette présentation de l'ESE dans un débat public soit vraiment présentée de manière beaucoup plus, alors j'aime pas le terme de pédagogique, mais en tout cas beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible. Et pas du tout de manière à systématiquement légitimer un projet. On s'en doute que si vous présentez un projet, c'est parce que vous le jugez bon. Ça, c'est une évidence. Mais pour autant, c'est important de décortiquer le SE, de bien présenter tous les éléments qui la fondent. Et je trouve du coup que dans un dossier de débat public, plutôt que de présenter un indicateur unique, une VN, il serait plus légitime de présenter ces différentes composantes de manière très séparée les différents indicateurs et donc de ne pas le résumer à un indicateur unique qui est un indicateur monétaire parce que vraiment, ça conduit le public à considérer que seul le critère économique compte et que de toute façon, on est là pour légitimer le projet. Et ça permettrait peut-être aussi de renvoyer au débat qui fonde ces différents indicateurs. Tout à l'heure, vous aviez un débat extrêmement intéressant sur, et qui concerne en particulier Cigéo, bien évidemment, quel est le taux de préférence intergénérationnel. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Mais ça, c'est un débat dont il est intéressant de rendre compte au public. Parce que dans le cadre d'un débat public, c'est de toute façon les questions que le public va nous poser. Le pourquoi vous avez choisi ça. Pourquoi est-ce que effectivement vous privilégiez
tel ou tel élément. Et cet élément-là, du coup, me ramène maintenant à Cigéo, mais de manière assez rapide, puisque donc Cigéo est un très très bon client de la CNDP depuis des années et pour des années maintenant, puisque au-delà du débat public qui a eu lieu en 2013, on est chargé de faire la concertation continue tout au long de l'élaboration du projet. Donc, je pense que vous serez épuisés, on sera épuisés tous les deux avant de voir le résultat. Mais pour autant, blague à part, Cigéo, c'est extrêmement intéressant parce qu'on est sur une telle échelle de temps, avec tellement d'incertitudes, et chaque élément d'incertitude est questionné dans le cadre du débat public. Quel est l'inventaire dont on parle? Ça, c'est systématiquement questionné. Quel est le coût dont on parle? Qui font que peut-être que l'ESE, pour un débat public et pour un dialogue avec le public, n'est pas nécessairement le plus pertinent, dans la mesure où le choix qui est fait est finalement fondamentalement un choix éthique. Et d'ailleurs, on revient tout le temps à cette question éthique quand on questionne la question des déchets, la politique de gestion des déchets radioactifs. Systématiquement, on en revient à: est-ce que c'est à notre génération de trouver aujourd'hui une solution avec les techniques actuelles, ou est-ce qu'on attend d'avoir de meilleures solutions techniques, et ce seront les générations futures qui s'occuperont de trouver des solutions. Ce qu'on a résolu à l'issue du débat public sur le plan national de gestion matière déchets radioactifs, on relance les recherches sur d'éventuelles solutions alternatives. Mais tout ça pour dire que dans le cadre d'un débat public, je pense que c'est dommage parce que l'ESE, non pas par la valeur finale, mais surtout par toutes les questions qu'elle pose en amont sur la construction des différents indicateurs, des hypothèses qu'ils portent en eux-mêmes, est un vrai outil de débat public. Et c'est quelque chose d'extrêmement éclairant qui permet de comprendre le pourquoi on en est arrivé là. Et le public, en général, la question qu'il pose, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Il ne veut pas être décideur à la place du décideur, à part certains, évidemment, mais il a surtout besoin de comprendre le pourquoi on a pris telle ou telle décision. Donc, super outil, mais peut-être un défaut d'approche pour le débat public. Merci beaucoup. Oui, je crois que ceux qui ont participé au débat sur la constitution de l'ESE observent bien qu'on ne légitime pas le projet, quel que soit le scénario, parce que dans certains cas, en effet, on explique que l'intérêt des générations futures, c'est bien de faire Cigéo dès lors qu'on se préoccupe de leur bien-être, dans la mesure où il peut y avoir un scénario chaos qui n'est pas complètement improbable. Donc c'est, je crois, de ce point de vue, une étude assez complète. Alors je vais passer la parole maintenant à M. Gauthier, qui va nous parler lui aussi des autres expériences de SE. Oui, donc je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions de Madame la Présidente en si peu de temps. Je vais pour autant continuer sur la partie contre-expertise, alors qui va amener un certain nombre de réponses, je pense, au fil de l'eau. Et on pourra y revenir ensuite par la suite. Donc, les contre-expertises, donc je ne reviens pas sur cette notion qui est largement connue, je pense, de l'assistante, dans la mesure où je reconnais un certain nombre de nos contre-experts, même de nombreux dans l'assistance. Le pôle socio-éco pour le SGPI, c'est 3 principaux blocs. Alors la gestion de la procédure en elle-même, qui est donc une procédure administrative assez lourde, même si elle a été allégée au fil de l'eau, mais ça reste quand même quelque chose d'assez conséquent. La partie méthodologie, j'y reviens pas, on y a passé la journée, donc sur l'apport méthodologique de notre comité d'experts en particulier à l'ensemble de ces contre-expertises. Parce que finalement, la contre-expertise, d'une certaine façon, est un peu le reflet de tous les apports de ces groupes de travail. Et je dirais un mot sur l'inventaire, alors qu'un petit truc un peu fastidieux, mais qui a sa place, notamment dans l'aspect communication, puisque c'est un document qui est envoyé au Parlement. Donc voilà, donc il peut avoir sa place dans le cadre du débat. Alors quelques chiffres pour commencer quand même, pour saluer le travail des équipes précédentes. Alors nous, Marc-Antoine Lacroix, mon patron, on vient d'arriver, donc on a largement profité du travail des équipes précédentes, notamment dirigées par Jean-Paul Nicolaï et Luc Baumstark.
qui ont vraiment fait décoller ce processus de contre-expertise. Hein. Quelques chiffres, hein, 101 réalisées en un petit peu moins de 10 ans, 115 milliards d'expertise. Donc c'est vraiment un processus, comme il a été dit ce matin, qui s'est vraiment totalement, quasiment imposé à l'ensemble de l'administration. Alors c'est à la fois long et pas long, mais 10 ans pour imposer un processus de cette façon-là, qui est devenu quasiment une vraie référence, c'est quand même relativement, au bout du compte, assez court. Et donc, il faut saluer tout le travail qui a été effectué avec l'ensemble de nos experts en particulier. Alors, pour concrétiser un peu ça, hein, je vais prendre aussi quelques exemples. Donc, c'est l'ensemble des contre-expertises que nous avons réalisées ces 2 dernières années. Ce qu'il faut noter, c'est l'éclatement sectoriel, hein, avec donc une part prédominante, bien sûr, du transport. Alors, on retrouve, et heureusement, nos grandes sources d'investissement de l'État, avec des particularités chronologiques liées. Alors, le transport et l'immobilier d'État, qui sont quand même les principaux ressorts de nos investissements. Les grandes particularités, c'est bien sûr le numérique, avec le déploiement du plan THD, dont on a terminé la contre-expertise fin de l'année dernière, hein, dans le cas de la Dordogne. Et la santé, alors qui est un pourvoyeur naturel de gros investissements bâtimentaires, hein, ça c'est évident, et qui s'est accéléré ces derniers mois, cette dernière année, avec l'apparition du Ségur, et qui va largement s'accélérer. Je pense qu'on aura effectivement un bon nombre de dossiers de cette nature à traiter durant l'année prochaine. Ce que je voudrais, le point noté sur cette diversité sectorielle, je pense que c'est une des grandes forces de la procédure des travaux accomplis, tient au fait qu'elle s'est adaptée aux différentiels de secteur et d'environnement économique. Je pense que une grande partie de son succès vient de là. C'est-à-dire qu'autour du même guide, M. Quinet, qui a donné un esprit, une trame, elle a su s'adapter à des environnements économiques qui n'ont strictement rien à voir. Et les dossiers ont en eux-mêmes presque quelques similitudes, mais c'est tout entre eux. J'opposerai bien sûr le transport qui affirme sa maturité économique. Donc on a cité l'autoroute, encore plus dans le cas du ferroviaire. Je pense que nos modèles de dossiers socio-économiques, c'est la SNCF, enfin, pour ne pas les citer, qui font vraiment des petits bijoux de dossiers, si je puis m'exprimer ainsi. À l'inverse, le monde de la santé, pourtant pourvoyeur traditionnel, a encore un peu de mal à adopter la démarche. Et ça répondra en partie à une des questions posées. Je n'ai jamais calculé de vanne dans un projet d'investissement hospitalier. Ça n'existe pas. Donc ce sont des dossiers qui présentent principalement des études d'impact, à la fois sur l'offre de soins, sur la partie immobilière, sur les business plans des hôpitaux, ce qu'ils appellent les PGFP dans leur jargon, mais je n'ai pas vraiment aucun calcul de vanne. Pour autant, ce sont des dossiers très complets qui permettent des arbitrages les plus sereins possibles. Alors, sans vouloir revenir dans le détail de la procédure, quelques points par rapport à notre sujet du jour. Les 2 grandes caractéristiques de ces processus de contre-expertise, c'est processus robuste, c'est sûr, mais c'est indépendance. Nos contre-experts sont vraiment indépendants, à la fois dans la façon dont ils attaquent le dossier, à la fois dans les auditions qu'ils souhaitent, qu'ils désirent. Alors, dans la dernière contre-expertise que nous avons réalisée, Paris Santé Campus, je ne sais pas si Émile Quinet est resté parmi nous, mais je crois que c'est quasiment 20 auditions qui ont été réalisées. Donc ils ont vraiment une vraie liberté d'analyse. Et l'autre grande dimension, c'est que le processus est totalement transparent, puisque l'avis ainsi que le rapport de contre-expertise sont publiés. Donc ça permet vraiment de vérifier la transparence de l'avis par rapport au reflet que peut donner le rapport de contre-expertise. C'est quand même 2 éléments importants, alors pas suffisants, mais importants par rapport à un débat public. Alors pour autant,
même si ces éléments sont en ligne, on n'a pas fait un calcul de nombre de clics sur le site de SGPI sur les contre-expertises. Je ne suis pas sûr qu'il soit très très important, et notre service PREF n'est pas abreuvé de questions concernant ces sujets. Donc là, il y a vraiment une vraie question par rapport à l'utilisation qui en résulte. Alors, quelques réflexions. Alors effectivement, vous parliez, Mme Joanneau, de complexité des sujets et des approches qui sont proposées. Il est bien clair que sans traduction, sans lien avec un débat public, ces dossiers, l'échange de cet après-midi en témoigne largement, un petit peu de mal à alimenter un vrai débat public. La communication aussi de cette procédure est à améliorer certainement, dans la mesure où, je pense, hormis entre professionnels, c'est une procédure qui n'est absolument pas connue du grand public. Très peu. C'est un vrai constat, un vrai manque de communication à cet égard. Et je reviendrai sur le problème des plannings, et vous l'avez très largement dit, Madame la Présidente, notamment par rapport à comment dirais-je, sur l'enchevêtrement des plannings sur les différentes procédures, en particulier de l'AE, sur la partie environnementale. Alors, effectivement, les textes ne prévoient rien, mais une tradition sur les contre-expertises liée au fait que, logiquement, l'avis de SGPI est rendu toujours après l'avis de l'autorité environnementale. Alors, en ce sens, l'avis n'intègre pas forcément directement les conclusions de l'autorité, mais c'est les principales conclusions. Pour autant, et cet avis est disponible, bien sûr, et public. Pour autant, l'avis du SGPI intègre bien ces notions-là, même s'il ne les reprend pas à son compte directement, les sujets étant un peu différents. Quelques mots. Alors, il faut que je revienne. Donc l'inventaire, quelques mots très brefs. Donc c'est vraiment un travail fastidieux de recensement de l'ensemble des projets d'investissement de l'État. Donc cette année, on vient de clôturer l'exercice, et quasiment 600 projets qui donnent une visibilité sur l'ensemble des projets qui vont nous arriver. Donc en particulier, on peut identifier le nombre de projets qui nous arriveront en contre-expertise. C'est 90 projets à peu près pour les quelques années qui viennent, donc encore du boulot. Et qui fait l'objet d'une synthèse qui est transmise au Parlement chaque année dans le cadre du PLF. Donc c'est pas une participation directe au débat public, mais pour le moins indirecte. Alors quelques mots pour conclure. Donc l'idée, c'est que nous avons là une procédure qui a certainement, alors d'abord qui nous permet d'être bon élève au sein de l'Europe, décrite dans un récent survey de la Commission qui a audité 23 pays, je crois, et qui signifie que le fait, peu de pays disposent comme nous d'études systématiquement ex-ante sur les investissements. C'est vraiment une particularité qu'il faut noter et qui nous est, et nous sommes souvent cités en témoin de cet exercice-là. Donc ça, c'est quand même une chose importante à noter. Donc cette procédure a tous les atouts, effectivement, comme vous le disiez, pour pouvoir alimenter sainement un débat public, mais il y a énormément de progrès à faire, à la fois sur des questions de calendrier et de communication. Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant nous focaliser sur le cas de l'ESE-CIGEO, et je passe la parole à Julie Debruck. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Julie Debruck et je dirige Citizen, qui est une agence spécialisée en évaluation ex-ante et en suivi au fil de l'eau des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Et effectivement, il se trouve que nous avons été à la manœuvre sur l'évaluation socio-économique de CIGEO. Alors CIGEO, il en a été question très largement au cours de la journée qui nous a réunis aujourd'hui. Mais je voudrais quand même passer encore un petit peu de temps dessus, pas tellement sur les aspects, les choix méthodologiques, plutôt je voudrais revenir sur la gouvernance de l'évaluation socio-économique qui me paraît assez inédite, puisque donc nous avons le porteur de projet qui est l'ANDRA, qui s'est fait accompagner pour son évaluation socio-économique par un cabinet comme c'est
hyper classique. Ce qu'il est un petit peu moins, c'est que l'ANDRA se soit fait également accompagner par un comité d'experts. On en a 2 à la table sur cette table ronde, mais il y en a 3 autres personnes qui sont intervenues aujourd'hui. Et ça, c'est assez inédit. Et je pense que ça a été extrêmement vertueux pour l'évaluation socio-économique de ce projet-là, parce que je pense que sans le poids de ce comité, de ce conseil scientifique, on n'aurait probablement pas réussi à convaincre l'ANDRA de réouvrir la boîte de certaines options de projets qui paraissaient écartées par la loi. En l'occurrence, l'option de l'entreposage de longue durée des déchets radioactifs, mais également, et il en a été question aussi plusieurs fois, je crois, dans les questions de l'Assemblée, la possibilité de poursuivre la R&D et d'attendre de voir ce que donne la R&D pour d'autres solutions de gestion passive des déchets radioactifs. Donc je crois vraiment que de ce point de vue-là, le Conseil scientifique nous a beaucoup aidé à ouvrir ces options-là et les étudier et à les modéliser dans le cadre de l'évaluation socio-économique. Et ces options-là, on y a beaucoup tenu. En tout cas, moi, j'étais depuis le début très favorable à l'idée de les modéliser parce que c'était quelque chose qui survenait très fortement du débat avec le public. Le public était très... des conclusions qu'on a lues du débat public, il y a eu beaucoup de voix qui se sont portées en faveur de l'investigation de ces autres options. Donc voilà, je fais cet assez grand détour par la gouvernance de l'évaluation socio-économique de CIGEO pour porter 2 messages. Le premier, dire que cette gouvernance de l'évaluation socio-économique, pour laquelle je remercie beaucoup l'ANDRA pour sa souplesse et son ouverture d'esprit, en particulier vous, Estelle Buty, je crois que c'est une bonne pratique et que ça devrait être érigé au rang des bonnes pratiques pour les projets complexes et pour les projets controversés, disons. C'est important de pouvoir s'appuyer sur ces experts-là. Et le deuxième message, c'est que le débat public a nourri l'évaluation socio-économique. Je pense qu'on parle tous du fait que l'ESE peut nourrir le débat public. Là, en l'occurrence, c'est le débat public qui a nourri, qui a enrichi l'ESE. Mon troisième message, qui hélas là n'est pas tellement issu de l'observation de ce qu'on a vu avec CIGEO, c'est quand même que l'ESE peut nourrir le débat public. Et je crois que ça a été un peu insuffisant dans le cadre de CIGEO. Je n'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup été question d'évaluation socio-économique dans le débat public. C'est un petit peu dommage. Et pourtant, j'ai quelques exemples où on a vu que ça pouvait être utile, a fortiori quand certains échanges avec le public. Alors, je ne parle pas uniquement du débat public au sens réglementaire du terme, au sens CNDP, je parle aussi de concertation au sens large, même quand ce n'est pas obligatoire. Je pense qu'on a tous vu l'exemple de projets pour lesquels, lors des concertations, on avait surtout des opposants au projet et les arguments d'opposition étaient très centrés sur l'intérêt particulier et assez peu sur l'intérêt général. Donc c'était tout ce qu'on appelle le NIMBY, la Not in my backyard. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, n'empêche qu'on l'observe dans certaines réunions de concertation. Et en l'occurrence, l'évaluation socio-économique permet d'une certaine façon d'objectiver l'intérêt général, puisqu'il permet de prendre en compte les impacts positifs comme négatifs, économiques, sociaux et environnementaux, pour toutes les parties prenantes. Après, on agrège ou on n'agrège pas. Je suis assez partisane d'agréger, mais quand même de présenter des bilans ensuite par acteur, et des bilans par grande typologie d'impact. Mais en ce sens, l'évaluation socio-économique peut être vraiment contributrice au débat public et essayer de monter d'un cran sur justement se positionner, mettre en débat l'intérêt général d'un projet. Voilà, en somme, je pense qu'il y a un vrai intérêt, j'ai la conviction qu'il y a un vrai intérêt à ce que l'évaluation socio-économique et le débat avec le public au sens large se nourrissent mutuellement. Il y a quelques conditions, je pense, pour que ça fonctionne. La première, c'est, vous l'avez évoqué d'une certaine façon, c'est la neutralité des évaluateurs. Il ne faut pas tomber amoureux du projet et je pense que voilà, nous évaluateurs, on a vraiment un devoir d'indépendance. Je dirais une charte sur l'indépendance des évaluateurs en évaluation socio-économique. C'est fondamental. Sinon, on passe à côté de l'opportunité justement de se servir de l'ESE dans le débat public. Deuxième condition, c'est
trouver le bon dosage entre l'accessibilité, la vulgarisation des évaluations socio-économiques et tout de même la transparence sur les hypothèses. Je suis effrayée par ce que vous nous avez dit sur les évaluations socio-économiques, les deux projets dont vous parliez. Enfin, voilà, je trouve que là, pour le coup, la vulgarisation est excessive, ne fait pas honneur à ce que les socio-économistes sont capables de faire. Donc c'est pour le coup de la vulgarisation au mauvais sens du terme, c'est vulgaire. En revanche, voilà, il y a de la vulgarisation, de la simplification favorable qui peut être faite. Et sur ce point, je trouve aussi que les efforts qui ont été déployés par l'ANDRA pour synthétiser l'évaluation socio-économique, que ce soit avec des mots ou avec des images et des petits films, c'est vraiment louable. Donc bravo pour ça. Et donc voilà, il y a le bon dosage à trouver entre accessibilité et puis transparence. Et une troisième condition, je pense, pour que ESE et débat avec le public s'enrichissent mutuellement, c'est de trouver le bon timing. Et c'est sûrement en itération. Je ne pense pas qu'il y ait d'un côté l'évaluation qui ensuite nourrisse le débat public et puis c'est terminé. Voilà, ça doit être en boucle, puisque voilà, j'en ai parlé de quelques exemples où on voit bien que le débat nourrit l'ESE qui nourrit le débat. Voilà, je vais finir juste avec 2 chiffres. Notre-Dame-des-Landes, le coût de l'opposition, j'ai trouvé ça dans la presse, donc je ne garantis absolument pas le caractère scientifique de ce premier chiffre, 300 000 € par jour en moyenne d'opposition, et ça contient les coûts d'intervention de police, d'éviction, etc. Deuxième chiffre, et cette fois-ci c'est Conseil d'État, l'abandon du projet par l'État, donc les indemnisations du constructeur a été estimé donc par le Conseil d'État entre 300 et 420 millions d'euros. Voilà, je crois que dans cette salle, on a tous des leitmotivs assez communs qui sont la bonne allocation des deniers publics, l'acceptabilité des projets, le bien commun, l'intérêt général. Voilà, donc si ça nous rassemble et juste ces quelques chiffres, ça peut contribuer à nous réveiller pour dire qu'il y a vraiment urgence à ce que le débat public et l'évaluation socio-économique travaillent de concert pour concevoir des projets vertueux pour la société et la planète et acceptés par toutes les parties prenantes. Je crois que c'est ça qu'on devrait retenir. Merci. Merci d'avoir notamment insisté sur le fait que le débat public alimente aussi l'ESE. Je crois que c'est important dans ce sens-là. C'est une observation qu'on a en effet pu faire. Alors je vais passer maintenant la parole à Monsieur Joly, Pierre-Benoît Joly, qui était lui aussi membre du comité d'experts et qui va nous faire part de, je dirais, des conclusions qu'il retient de cette expérience. Merci beaucoup, Jacques. Vous connaissez certainement le proverbe vietnamien « adapter le pied à la sandale ». Quand j'ai été mobilisé pour accompagner l'ANDRA dans cette aventure, c'est vraiment la première impression que j'ai eue. Mais comment on va pouvoir effectivement mettre Cigéo dans le guide, voilà, Émile Quinet, qui était le président de notre comité. Donc je voudrais témoigner effectivement ça va être... Bon, ce ne sera pas très personnel, hein, je vous rassure, mais en tout cas de l'évolution de mon parcours, parce que je pense que c'est assez significatif, effectivement, des enseignements qu'on peut tirer de cette expérience. Il faut dire, je suis économiste et ingénieur de formation, mais en fait, depuis 25 ans, je travaille essentiellement sur les controverses socio-techniques et le débat public. Donc, sur des approches très, très larges de ces questions. Et j'ai accompagné l'ANDRA depuis 2009 sur toutes les questions de débat public, notamment à l'occasion de la préparation du débat Cigéo, du débat public. Donc, quand j'ai vu arriver, effectivement, quand Estelle m'a appelé pour me solliciter pour participer à ce comité d'experts, j'ai été vraiment, j'ai fait part, je pense, d'une très forte hésitation compte tenu de la singularité du projet, compte tenu des échelles de temps, compte tenu des incertitudes, des ignorances, etc. Et je ne voyais pas comment on allait pouvoir s'en sortir. Ce que je veux dire en 2 mots, c'est que ce qui m'a beaucoup marqué dans cette expérience, c'est la façon dont les règles un peu strictes de l'évaluation socio-économique
permettent effectivement d'éclairer des questions qui sinon ne le sont pas par le débat public. Mais il me semble qu'il faut effectivement qu'il y ait vraiment une interaction forte entre le débat public et l'ESE. Et je vais redire ce qu'a dit Julie, peut-être un peu d'une autre façon. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles en fait il y a les deux traditions, les deux trajectoires, les deux façons de faire s'ignorent, c'est que en fait on n'a pas pensé l'articulation entre les deux. La CNDP, c'est la création, donc après la loi Barnier, renforcée par la loi de démocratie de proximité de 2012, inspirée par la convention d'Aarhus sur l'information, la participation du public aux projets qui ont des impacts environnementaux. Elle est très marquée par un idéal de délibération publique rationnelle, un idéal, disons, d'agir communicationnel, pour le dire comme ça. Donc si on prend une référence du philosophe Habermas, donc c'est le débat public qui doit permettre d'éclairer effectivement la bonne décision. L'origine de ce qu'on discute concernant l'ESE, donc la loi de 2012, en fait, on a vraiment un idéal qui est très différent, qui est un idéal en somme d'optimisation des investissements publics, et l'idée que c'est l'expertise économique, parce que le socio est quand même assez faible dans l'expertise socio-économique, c'est l'expertise économique qui va permettre effectivement de faire les bons choix. Et on peut avoir des critiques, mais il faudrait avoir un contrefactuel. Qu'est-ce qui se passe sans ça? Enfin, voilà, donc je pense qu'il y a au moins un effort de transparence des arguments. Donc du coup, on a des institutions qui sont différentes, des cultures qui sont différentes, des communautés qui sont différentes. C'est pas anormal qu'on trouve effectivement ce que vous avez souligné, effectivement des incompréhensions en fait et des malentendus entre les deux. Alors pourquoi ça me semble important? Et là, je vais reprendre un peu plus l'expérience de CIGEO. Alors, je n'ai pas repris les débats de 2013 parce qu'ils sont anachroniques par rapport à ce qu'on discute, mais quand on regarde les conclusions du débat donc, sur le programme national de gestion des matières et déchets radioactifs, le PNGMDR, qui était concomitant en fait, de l'expertise socio-économique, on trouve en fait, dans les conclusions de la commission particulière du débat public plusieurs éléments. L'un d'entre eux, c'est la comparaison avec les alternatives. La comparaison avec les alternatives, c'est précisément ce qu'il a été possible de faire d'une façon extrêmement originale et tout à fait inédite avec l'outil de l'ESE. Et pourquoi? Parce que, ça a été expliqué déjà, mais je le reprends, en fait, on est arrivé, grâce à l'outil de l'ESE et à l'astuce des scénarios KO et OK, qui sont vraiment une vraie invention, à lever le tabou de l'accident sur l'entreposage de longue durée. Et ça n'a pas été complètement évident. Et il a bien fallu se situer dans ce scénario KO où on dit, en fait, ce n'est pas la situation actuelle. Et quand on construit un scénario KO, enfin, je crois qu'il y a une très grande cohérence là-dedans, ça permet de dire, oui, mais en fait, dans un scénario KO, on change complètement les probabilités d'occurrence de l'accident. Donc, ce qui permet de calculer le coût d'accident, ce qui n'avait jamais été fait. Jamais été fait. Alors que, en somme, quand on se dit comment on arbitre et c'est pas un arbitrage économique, entre les différentes options, ben en fait, si on n'a pas la possibilité de cette objectivation, c'est très difficile. Jusque-là, on disait, ben en fait, on fait confiance soit dans la géologie, soit dans la société, soit dans la technologie avec la transmutation, etc. Donc là, je pense que par rapport au débat, il y a vraiment un progrès qui est extrêmement important. Enfin, voilà, donc il me semble que là, on a des éléments d'objectivation. Et enfin, voilà, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais il me semble clair que quand on a une telle complexité des problèmes, la modélisation permet effectivement d'aller beaucoup plus loin que l'expression littéraire, parce qu'effectivement, il y a des jeux complexes entre les variables et on a besoin de passer par la modélisation. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait de la modélisation? C'est une autre question, mais en tout cas, le passage par la modélisation est extrêmement important. Donc je ne veux pas trop insister là-dessus, mais il me semble que cet exemple
est assez éclairant. Donc, du coup, il me semble qu'il est vraiment important d'essayer de concevoir des expériences où on va pouvoir articuler débat public et évaluation socio-économique, s'il pose les problèmes qu'a souligné Julie, hein, donc des problèmes de neutralité, de synchronisation, mais également, je pense qu'il y a aussi les problèmes finalement de savoir quel type de modélisation, et je pense que ce n'est pas qu'une question de traduction, quel type de modélisation se prête au débat public. Si la modélisation a pour objectif de produire un résultat indiscutable, je pense que ce n'est pas de bon augure pour le débat public. Et je crois que ce qu'on a vu aujourd'hui, tant pour le SE-CIGEO que celle des transports, c'est qu'en fait, il y a des formes de modélisation qui permettent de nourrir le débat public. Et ce n'est pas simplement de dire, voilà, la modélisation a dit ça, donc passez votre chemin, et puis voilà, vous n'avez pas... Bon, voilà. Non, en fait, la modélisation, là, elle ouvre le débat. Et il me semble, enfin, c'est quelque chose qui me semble vraiment très important sur le plan épistémologique et politique, c'est des types de penser des types de modélisation qui sont des modélisations, moi j'appelle ça c'est pas des machines à produire de la vérité, mais des machines à produire de l'apprentissage et des possibilités de débat. Et là, on a vraiment une possibilité, effectivement, d'avoir un cercle vraiment vertueux entre la modélisation de l'ESE et le débat public. Et ça, enfin voilà, donc il me semble que là, il y a à la fois dans les arrangements institutionnels, mais également dans les types de modélisation que l'on peut envisager. Et les deux exemples, je ne reviens pas sur les détails, mais les deux exemples qu'on a vus tant pour les transports que pour CIGEO, effectivement, on peut discuter parce qu'on n'a pas des modèles qui se ferment sur eux-mêmes, mais qui ouvrent des possibilités de discussion. Donc je crois que là, on a une matière extrêmement importante pour avancer là-dessus. Voilà, merci. Oui, merci. Tu as eu raison d'insister sur le fait que, je dirais que dans l'ESE, ça penche toujours un peu du côté de l'économique par rapport au social, parce que c'est plus facile à quantifier, je crois que c'est la principale raison. Et d'autre part, alors, dans la spécificité ici de CIGEO, le problème qu'on a eu, mais ça a été lent, je dirais, à trouver une solution, c'est qu'il n'y avait pas, officiellement, il n'y a pas de contrefactuel, puisque la loi dit qu'il faut faire CIGEO. Bon. Donc, simplement, si on ne fait pas CIGEO, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, l'alternative qui s'est imposée au fil du temps, c'est l'ELD, mais avec le progrès technique, on peut concevoir que d'autres contrefactuels puissent apparaître. Mais ça a été, je dirais, une maturation assez lente pour cette raison très spécifique du projet CIGEO. Écoutez, nous avons le temps avant la séance de clôture, peut-être pour 2 ou 3 questions, s'il y a des questions dans la salle. Oui, monsieur. Arnaud Le Cerveau, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. J'ai une question par rapport à une expérience que j'avais vécue il y a quelques années. Pour rebondir sur ce que vous dites sur le lien avec le public, c'était sur le projet de loi numérique qui avait été ouvert à l'époque à des avis, où beaucoup de gens et beaucoup de communautés avaient donné leur avis. Et je voulais savoir si par rapport à la contre-expertise ou tous ces sujets, c'était quelque chose qui était envisagé d'ouvrir le débat, je dirais. Alors, malheureusement, je n'ai pas conduit cette contre-expertise, donc, mais je peux répondre partiellement par rapport à une contre-expertise que nous avons en cours dans le cadre de la démolition du bâtiment de l'INSEE, qui va d'ailleurs décevoir tous les anciens élèves de l'ENSAE, hein, et pour lequel effectivement il y a un mouvement de contestation, hein, qui a pu voir le jour, hein, et nos contre-experts sont allés voir tout le monde. Donc la contre-expertise se fera le reflet du débat. Alors, sachant que effectivement le débat n'est pas forcément autour et strictement résumé autour d'indicateurs socio-économiques. Néanmoins, les éléments et les arguments seront présentés, intégrés dans la contre-expertise. Voilà. C'est un élément, c'est un éclairage. Question au fond. Oui, monsieur.
Non, je travaille à l'Institut national environnement de l'industrie et des risques. Je voulais revenir sur la difficulté à quantifier ou évaluer dans les calculs économiques les impacts sur la santé et l'environnement. Je travaille depuis longtemps sur les calculs socio-économiques pour les politiques publiques de gestion des risques liés aux produits chimiques au niveau communautaire. Et on a un problème, en fait, c'est que normalement, on a commencé il y a, je dirais, 10-15 ans en faisant beaucoup de calculs de vannes, mais on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on comprenait de mieux en mieux la complexité et l'étendue des problèmes liés aux produits chimiques, qui se déroulent sur des temps très longs, avec des impacts sur la santé et sur l'environnement qui sont multiples, on s'est rendu compte que nos calculs d'impact étaient très, très déficitaires, ne donnaient pas une bonne image des impacts potentiels. Donc on abandonne en fait de plus en plus les calculs de vannes et on se tourne vers des évaluations qui sont semi-quantitatives, où la description qualitative devient de plus en plus importante. Et également, on abandonne même complètement les calculs de vannes pour une grosse partie des problèmes. Par exemple, on parle beaucoup en ce moment dans les journaux des polluants éternels, temps très très long, avec des choses qu'on ne peut pas modéliser, donc on ne peut pas faire de calcul, donc on fait à la limite des calculs coût-efficacité, mais on abandonne l'idée de présenter des vannes. Et je voulais avoir un petit peu votre avis sur cette difficulté qui me semble importante et qui existe aussi, si j'ai compris, pour le projet CIGEO, où on a eu du mal à calculer les impacts sur la santé et l'environnement. Je ne connais pas trop, je ne serais pas assez compétente sur la partie santé, mais sur la partie environnement, si on prend juste deux aspects, l'aspect biodiversité et l'aspect carbone, sur l'aspect carbone qui pourtant est beaucoup plus simple que la biodiversité, il y a énormément de débats. Il y a eu d'ailleurs récemment dans les Annales des mines, face à la longue urgence, il y a eu beaucoup de débats autour de ces questions sur comment est-ce qu'on quantifie le carbone dans les sols, qui est capté dans les sols. Et donc, même sur un sujet qui paraît plus simple que la biodiversité, on a beaucoup de difficultés. Or, c'est majeur. Donc, on va exprimer des préférences si on choisit effectivement de les quantifier d'une manière ou d'une autre. C'est en ça que le SE, je trouve, c'est finalement profondément politique comme réflexion, comme ce qu'il y a derrière est profondément politique. Et c'est en ça que c'est un vrai objet de débat public extrêmement intéressant. Et je rejoins votre volonté de dialogue et d'interaction permanente sur ces questions. Et pour la biodiversité, on avait commandé ce fameux rapport de Bernard Chevassiot, lui, en se disant peut-être que si on arrive à quantifier la biodiversité, on arrivera à mieux la défendre. Et on avait abouti à une impasse, parce que la destruction d'une espèce protégée, on ne sait pas quantifier ça, c'est complètement impossible. On arrivait à un système où finalement la destruction des prairies était plus rentable que la conservation des prairies. Donc à l'époque, c'était une impasse. Peut-être qu'on a évolué aujourd'hui, mais d'où effectivement, peut-être, d'où pour certains aspects des choses, la nécessité de rester sur une approche plus qualitative ou de simplement rendre compte des impasses dans lesquelles on est. Julie voulait ajouter quelque chose. Moi, je dirais que quand on ne quantifie pas, quand on ne compte pas, le risque, c'est que ça ne compte pas. Voilà. Ce qui ne se compte pas ne compte pas. C'est un peu trivial, mais voilà, je suis quand même plutôt favorable à l'exercice de quantification. Et après, dans l'évaluation socio-économique, quantifier un impact, en fait, c'est une multiplication, c'est la quantité d'impact fois la valeur unitaire des impacts. Donc sur les quantités d'impact, on se saisit des travaux des chercheurs, de l'INERIS par exemple, mais pas que. Et ensuite, la valorisation, quel est le coût, par exemple pour la sécurité sociale, quel est le coût psychologique des maladies. Sur ce point, si vous ne le connaissez pas, moi je vous invite à aller voir un des derniers rapports de France Stratégie sur la prise en compte des effets de santé en évaluation socio-éco. Donc c'est peut-être pas exhaustif, ça n'est d'ailleurs absolument pas exhaustif, mais ça donne déjà une première matière pour valoriser, pour donner des valeurs unitaires aux différentes pathologies par exemple. Et dernier point, oui, sur CIGEO, l'incomplétude du prix, de la quantification du risque d'accident, où on a insuffisamment pris en compte cette histoire les problèmes sanitaires.
a priori, on trouvait que c'était pas complètement idiot parce que ça nous permettait de ne pas favoriser CIGEO. Si on faisait trop d'hypothèses sur la quantité d'impact sanitaire, puisque c'était un accident en entreposage, donc si on mettait trop d'impact sanitaire sur l'entreposage, eh bien ça favorisait mécaniquement CIGEO. Et donc on a plutôt pris le parti justement dans l'idée de ne pas chercher absolument à trouver que CIGEO était favorable, à ne pas prendre en compte cet effet-là sur la santé. Voilà, donc ça partait de l'intention de ne surtout pas valoriser à tout prix CIGEO. C'est une lacune qui rejoint. Qualitatif est évidemment hyper important et je vous rejoins sur ce point-là. C'est une lacune qui rejoignait une juste préoccupation d'une certaine façon, oui. Oui. Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier les orateurs de la table ronde. Ah, pardon ? Je ne vois pas. Il y a une question ? Oui, il y en a la une. dernière. Oui, je ne vois pas. Oui, bonjour. Viviane Nguyen de l'ASN. Je suis tout à fait novice dans le domaine de l'ESE. Néanmoins, je m'interroge sur la prise en compte, là on vient de parler sur les impacts, la prise en compte de l'évolution intrinsèque du projet par rapport à l'ESE. C'est-à-dire que, par exemple, l'ANDRA a construit des scénarios d'évolution, un scénario d'évolution normale, un scénario d'évolution altérée. Est-ce que l'ESE prend en compte aussi l'évolution propre du projet dans l'aspect socio-économique global? Je ne sais pas si la question est assez claire. Je ne suis pas sûre de saisir de quel type d'évolution vous parlez, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions qui ont été prises en compte dans l'évaluation socio-éco. Donc je pense que ce n'est pas l'évolution de l'état de la société dont il a beaucoup été question aujourd'hui. Vous parlez plutôt des évolutions techniques, c'est ça? Ce sont les risques liés à l'évolution sur CIGEO. Par exemple, le séisme, par exemple, tout ce qui est risque naturel sur CIGEO. Les conséquences de ce type de risque dans un contexte socio-économique. Oui, je crois que Reza va compléter, mais je vous laisse répondre, Reza, parce que j'ai l'impression que vous avez mieux saisi la question que moi. Si j'ai bien compris la question, en fait, ça renvoie à la démonstration de sûreté. La démonstration de sûreté, elle comporte un scénario en fonctionnement normal et des scénarios en fonctionnement dégradé, pour faire très simple. C'était sans influence sur l'évaluation socio-économique. Par contre, il y avait différents scénarios de réalisation du projet. Mais par contre, comme sont les impacts du projet lui-même en termes de sûreté sont très très limités, le fait qu'on soit en scénario d'évolution normale ou en scénario d'évolution dégradée, ça c'était sans influence sur la modélisation. Donc les différents scénarios de la démonstration de sûreté, ils n'ont pas été pris en compte dans l'ESE. Il y a en fait un raisonnement qui synthétise ce que Pierre-Marie vient de dire, c'est qu'on dit qu'il y a un référentiel de sûreté aujourd'hui qui a une probabilité objective de survenue d'un accident majeur dans une installation nucléaire, alors que c'est qu'il s'agisse d'une centrale, d'un entreposage, enfin d'une installation nucléaire de base. Et on suppose que la démonstration de sûreté de CIGEO l'aligne sur ce niveau, sur ce référentiel de sûreté. Et on calcule le fait que l'espérance des pertes liées à un accident avec ce référentiel de sûreté, c'est-à-dire avec une probabilité d'accident grave qui est inférieure à 10-6 par an, et un coût actualisé qui est négligeable par rapport aux autres grandeurs en jeu. Voilà, c'est ça le raisonnement. En revanche, dans un scénario d'évolution altérée de la société, pas d'évolution altérée de CIGEO, mais d'évolution altérée de la société, le référentiel de sûreté change, les probabilités d'accident sont plus grandes et les grandeurs en jeu ne sont plus négligeables. C'est ça le raisonnement. Bien, merci. Cette fois, je clôture la session et nous passons à la conclusion.